Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Deck et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clé vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Coup de Boost. Je suis avec Michael Pudlowski, associé dans les équipes digitales et customer de KPMG. Ensemble, on va parler de l'ESG et on va essayer de répondre à cette question qui est: quelle est la méthodologie pour intégrer l'ESG dans l'expérience client? Pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode sur le baromètre de KPMG, est-ce que, Michael, vous pourriez rapidement vous représenter? Bonjour Marine, oui avec plaisir. Je suis Michael Pudlowski, je suis associé dans les équipes qu'on appelle Digital et Customer au sein du pôle Connectic Tech de KPMG. C'est 1300 professionnels qui sont dédiés aux technologies et mon équipe est vraiment dédiée à tout ce qui tourne autour de l'expérience client. Et KPMG, comme vous le savez sûrement, c'est une des très grandes cabinets de conseil d'audit dans le monde, présent en France depuis plus de 100 ans, entreprise à mission, et on accompagne nos clients sur tous ces sujets. L'ESG étant un sujet extrêmement fort pour nous, parce qu'on a voulu très fortement investir dessus, et on a monté une équipe aujourd'hui qui dépasse, je crois, les 100 personnes dédiées, et maintenant dans tous nos métiers, on intègre ça comme j'ai envie de dire top of mind partout dans nos offres. Très bien. Et alors pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, est-ce qu'on peut faire une rapide introduction sur ce qu'est l'ESG? Je suis pas le plus grand expert pour vous donner énormément de détails, mais je vais juste dire déjà ESG, ça veut dire environnement, sociétal et gouvernance. Ces trois finalement grands sujets qui aujourd'hui deviennent essentiels dans, j'ai envie de dire, l'éthique des entreprises, dans la capacité à maîtriser les grands enjeux de notre monde, et c'est aussi beaucoup de sujets réglementaires. Donc il y a un peu les deux aspects. C'est un aspect de bien commun et de bien social, et c'est un aspect aujourd'hui de contraintes sur les entreprises et d'attente des clients. Et alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce que l'ESG devient un élément de plus en plus crucial dans les attentes des consommateurs aujourd'hui? Je pense qu'il y a une prise de conscience, ça fait maintenant des années, alors c'est beaucoup partie de l'environnement, mais je pense que le S de social n'est pas neutre non plus. Quand on est une entreprise, on se pose forcément les deux questions, on est un employeur, on a un impact sur le tissu social de là où on est, quand on prend des décisions, et aujourd'hui il y a des vraies décisions fortes à prendre avec l'émergence de certaines technologies, de décider comment on va remodeler ces opérations, tout ça, ça a un impact sur son influence et la manière dont on est perçu par les consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui, ils ont envie de travailler ou d'acheter avec des entreprises en qui elles croient. Et s'il y en a 50% dans notre étude qui nous indiquent qu'elles sont prêtes à payer plus pour des produits qui sont issus de marques qui sont respectueuses ou plus respectueuses de l'ESG, c'est même 20% qui nous disent qu'elles veulent pas acheter avec des marques qu'elles voient comme non éthiques ou non respectueuses. Et cette proportion, elle devient extrêmement importante chez les 18-34 ans. On a des prises de conscience différentes par génération. C'est quelque chose qui est maintenant partout, dans nos têtes, dans celles aussi de nos gouvernements, mais j'ai envie de vous dire, c'est notre problème à tous. C'est une préoccupation, c'est une cause sociétale, ça nous impacte tous. Aujourd'hui, comment, déjà, si on reprend les outils stratégiques classiques qu'on peut avoir dans une entreprise, comment est-ce qu'on peut les revisiter pour intégrer finalement les principes de l'ESG, par exemple, dans la définition du parcours client? C'est effectivement des éléments qu'on peut aujourd'hui intégrer en tant que réels critères de compréhension, de décision, de priorisation tout au long d'un parcours. De la même manière qu'on se pose la question de qu'est-ce qui est un pain ou une difficulté pour un client et de qu'est-ce qui est une opportunité, on va aujourd'hui se rajouter l'impact.
que ça peut avoir aussi en termes notamment d'environnement. Le S et le G, parfois sur ces sujets-là, sont moins prégnants. Néanmoins, on va pouvoir les trouver dans les programmes qu'on mène, dans les ressources qu'on met en face et dans la capacité à offrir des choses qui sont à la fois traçables, transparentes et exposées finalement au public. Quand on parle de gérer de la data client, le G est essentiel en fait. C'est une obligation déjà, mais les textes sont pas super précis, pour être très honnête. Ils vous disent que c'est le juste niveau. Donc la manière de traiter ça et les outils qu'on met en face permettent de le traiter en tout bien tout honneur. Et c'est bien ça qui est important. Ça devient aussi tout simplement un élément dans les business cases. On a parlé de parcours. Moi j'ai envie de vous dire, ok, mais je devrais plus me poser une question d'un achat, de création d'un produit, de repenser une manière de faire sans regarder ces aspects-là. Ça devient un élément d'analyse essentiel en positif et en négatif. Qu'est-ce que je crée en bien et qu'est-ce que j'impacte en négatif et comment je le compense. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de nos clients qui intègrent ça directement dans leurs appels d'offres. Ils se posent plus la question, ça devient un critère pour tester l'entreprise en face, mais aussi dans la solution que vous leur proposez, que ce soit un outil, que ce soit un service, ils vont vous demander, ils vont vous challenger là-dessus, ça devient un vrai critère de choix. J'invite les auditeurs et les auditrices à finalement se faire une petite checklist de ce dans quoi est-ce qu'ils peuvent intégrer l'ESG, se dire ok, je rajoute à chaque fois. Par exemple, si je prends le parcours client et en gros l'outil qu'on connaît, la Customer Journey Map, c'est de se dire je rajoute une ligne et je check le E, qu'est-ce que ça fait, le S, qu'est-ce que ça fait sur cette étape-là du parcours client et voir sur quels autres outils, là, outre Customer Journey Map, sur quels autres outils est-ce que je peux intégrer cette checklist ESG. Et sur chaque initiative que vous allez ressortir de vos Customer Journey Map, il y a vraiment cet aspect de comment est-ce que ça peut venir contribuer finalement à amenuiser mon impact ou au contraire. Et typiquement, c'est un cas assez courant. Vous créez vous avez des personnes, vous avez des parcours, vous allez pouvoir les activer. Vous allez créer des communications. Donc se poser la question de savoir comment est-ce que je m'assure de réduire finalement ces communications au maximum, de m'assurer d'avoir la bonne communication à la bonne personne, c'est déjà une manière de résumer ça. On se rend pas compte, mais le nombre d'emails qui sont envoyés, la consommation que ça, parce que c'est très cloud, donc aujourd'hui on a l'impression que le cloud, ça consomme pas. Au contraire, ça consomme énormément. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est des choses qui se mesurent aujourd'hui. Il y a des solutions telles que des Salesforce qui sont en capacité de vous dire combien ça consomme. Et ça devrait devenir un indicateur essentiel de vos campagnes. Et de se dire, est-ce que je suis sûr que je suis pas en train de faire quelque chose qui est un peu aberrant par rapport aux gains que je souhaite avoir derrière. Ouais, je suis d'accord. Et comment est-ce que on pourrait, déjà, est-ce que vous pourriez donner un exemple concret de la façon dont le design thinking, par exemple, peut être adapté pour inclure l'ESG dans le développement de parcours moins impactants comme ce qu'on vient d'évoquer? Si je prends des outils très basiques ou très utiles, mais de base du design thinking, comme un persona, ça devient des vrais cas. C'est-à-dire déjà, le client, il est réactif comment par rapport ces aspects-là, parce que je vais pas m'adresser de la même manière à lui en fonction de son niveau. Et comme je disais, les 18-34 ans, ils sont très conscients, les autres le sont pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas le prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut le faire différemment. C'est essentiel dans les parcours, dans les blueprints que vous citiez tout à l'heure, et surtout dans les business cases. Moi, j'ai tendance à dire qu'un business model Canva, qui est un outil absolument essentiel à la définition d'un nouveau produit, d'un nouveau service, il devrait avoir des cases supplémentaires aujourd'hui. Ouais. Il devrait avoir ces cases justement dont on parlait tout à l'heure, et d'être en capacité de dire comment est-ce que je réfléchis à cet aspect. La réalité, c'est on est en train de dire comment est-ce qu'on rentre le ESG dans l'expérience client. Je vais te vous dire, c'est la même réponse que comment est-ce qu'on rentre l'expérience client dans les entreprises. Il faut que ça devienne un élément de culture, un élément d'ADN. C'est-à-dire que quelqu'un ne devrait pas se poser une question sur n'importe quel outil, n'importe quel aspect, sans avoir ça comme un des éléments, au même titre que la valeur, au même titre que les coûts, sont des trucs essentiels. Personne se dit, je vais faire quelque chose et je me dis pas qu'est-ce que ça va rapporter, quel est le KPI. C'est quoi? Vous avez un KPI de plus aujourd'hui, qui est justement cet ESG. Donc c'est quoi cet indicateur? Ouais, ça va faire beaucoup de chaises autour de la table parce que tu sais, quand on dit ajouter une chaise pour le client, et voilà, exactement. Maintenant, vous ajoutez aussi une chaise pour l'ESG, s'il vous plaît, quand vous faites des meetings. Voilà. Exactement. Et ça demande effectivement des compétences différentes, ça demande des formations, ça demande de comprendre des aspects qu'on n'a pas. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que ça remet un peu en avant des aspects de l'entreprise qu'on n'avait plus en tête, dans la logistique, et on se rend compte. J'ai eu une discussion très intéressante il y a pas longtemps sur les gens qui voulaient remodeler dans le cadre des alcools, un peu repenser justement cette partie ESG et se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour faire ça mieux. Effectivement, une des réflexions en termes de brainstorm qui était ressortie, c'était de travailler l'étiquette. Alors c'est super, mais en fait ça ne pèse rien.
Il suffit déjà de se poser la question de mais c'est quoi le vrai impact ESG de ces bouteilles? Et en fait, c'est les transports, c'est le poids, c'est où je vends, c'est ce que je vends au bon endroit. C'est pas tellement l'aspect agriculture. Alors évidemment, il a un impact. Mais si je veux avoir un vrai impact, posez-vous déjà la question, pourquoi est-ce que vous les envoyez à l'autre bout du monde avec des bouteilles qui pèsent très très lourd? Est-ce qu'on peut pas travailler sur ces aspects-là? Est-ce qu'on peut les envoyer autrement avec d'autres énergies? Est-ce qu'on peut les alléger? Et je pense que tu vois, depuis le début de cette capsule, en fait, peut-être que ce qui ressort, c'est, ça peut paraître fastidieux finalement d'intégrer ce nouveau prisme dans nos modes de réflexion. Voilà, ça veut dire qu'il faut rajouter encore une chaise autour de la table, etc. Mais il y a des bénéfices tangibles pour les entreprises qui intègrent finalement cette démarche, ESG pour améliorer l'expérience client. Quels sont ces bénéfices, Mickaël? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns, même si le premier qu'on a cité finalement, c'est la perception des consommateurs qui y sont quand même de plus en plus sensibles. Ah mais Notamment absolument, c'est ce que je vais vous dire. Le premier, c'est répondre aux attentes des clients. C'est un aspect aujourd'hui de décision du client. Ne pas le faire, c'est une erreur. Le faire mal, c'est pire. Alors on a vécu, je sais pas combien d'années, mais beaucoup d'années de ce qui pourrait être nommé du greenwashing. Aujourd'hui, le consommateur, il est extrêmement sensible à ça. Il est parfois trop virulent d'ailleurs, mais en tout cas il l'est. Donc on ne communique pas n'importe comment sur ces sujets. Mais on a besoin de communiquer. Si on le fait pas, à un moment, on est dans la mauvaise case. Ça permet effectivement d'identifier de nouvelles opportunités, de se différencier. Pour moi, c'est un vrai aspect différenciateur. D'ailleurs, ça l'est devenu. On le voit bien aujourd'hui quand on va acheter des produits dans un rayon d'hypermarché, c'est un aspect de décision. Donc, et on voit pas de la même manière un produit qu'il est pas. Et ça, c'est un aspect d'ailleurs de premiumisation aussi. Ça peut être un vrai aspect simplement sur la top line. Il y a des produits qui sont aujourd'hui vendus plus cher parce que plus respectueux de l'environnement. Ça peut être un élément intéressant. Ça permet de regagner quelques marges. Ça permet aussi de poser des questions qu'on se posait plus sur les manières de produire, d'éliminer des gâchis. Il y a des règles qui se sont mises en place. Ça a révolutionné les industries en ce moment dans le textile, sur les interdictions de destruction et autres. Quelque part, c'est beaucoup plus sain. Ça permet de faire peut-être du meilleur forecast aussi, et donc de dépenser moins quand même à la fin du fin. Je suis d'accord. On parlait notamment tout à l'heure des emails qu'on envoie, de toutes ces campagnes qu'on fait. En fait, à un moment, c'est quoi le ROI de cette campagne qu'on fait habituellement versus l'impact que ça a sur la planète, la sursollicitation que ça a vis-à-vis de nos clients. Est-ce qu'on s'inscrit pas dans une démarche de sobriété, etc. Et parfois, je sais plus, est-ce qu'on peut appeler ça un peu les intervalles de tolérance, mais en gros, c'est pourquoi aller faire % de plus si ça nous dégrade finalement la perception client de 5%. Bah non, en fait, on arrête. C'est un équilibre sur la pression, effectivement, marketing, commercial. Ça devrait être un critère aussi de décision. Et je suis d'accord que demain, quand vous traiterez en tant que marketeur votre agrégat de pression marketing, peut-être que le ESG doit être une nouvelle partie de cet agrégat qui dit, est-ce que je le fais vraiment ou est-ce que je le fais sur un tel segment? Est-ce que je ne vais pas juste sur une partie beaucoup plus ciblée de ma base qui me permet d'être aussi efficace, mais en ayant réduit très fortement mon impact? Totalement. Et tout à l'heure, vous parliez des packaging. Est-ce que on a des exemples réussis d'intégration de l'ESG qui auraient finalement permis à la fois d'améliorer l'expérience client, mais aussi apporter une certaine valeur ajoutée à la marque sur le long terme? Les packaging, why not? Gagner des points de marge. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets comme cela? Alors, c'est un très bon point. Alors, c'est vrai que de top comme ça, j'ai envie de vous parler du vrac et j'ai envie de parler de tout ce qui est rechargeable. Mais aujourd'hui, je pense que l'investissement des entreprises, il est aussi beaucoup sur des aspects très digitaux de ces packaging, sur la capacité à travers un QR code à faire une transparence absolue sur le produit, à connaître sa fraîcheur. C'est des choses où on se pose pas la question, mais je vais reprendre un exemple dans la cosmétique. Je crois que vous savez pas à quel point votre parfum il est frais ou pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est des aspects qui sont importants en termes de stockage, en termes de déplacement de l'objet, et le fait que demain je vous le mette via un QR code ou via quoi que ce soit sur le produit, ça devient un aspect de transparence, ça devient aussi à moi me poser des vraies questions sur ce que je suis en train de faire, mine de rien. Au-delà de ça, il y a aussi ces notions aujourd'hui qui se développent beaucoup de jumeaux numériques qui permettent aussi de savoir un peu mieux ce que je possède, ce que j'achète, ce que je fais, qui permet d'avoir une vision plus clair de ce que je suis en train de finalement de consommer et finalement de mieux consommer. Donc je sais pas si c'est vraiment le packaging vu que c'est un peu son double dans le monde de la blockchain, mais techniquement ça me permet aussi de mieux comprendre ce que je suis en train de faire et de faire des choix différents. Et quelque part, la meilleure consommation, en tout cas la réduction parfois la meilleure pour le consommateur, c'est celle qui fait pas. Donc ça permet de prendre des décisions plus fines et plus intelligentes. Donnons-leur la possibilité de faire des choix clairs et intelligents.
quels sont les autres éléments qu'on peut citer sur le pourquoi, finalement, est-ce qu'il faut intégrer l'ESG dans sa démarche d'amélioration de l'expérience client? Je pense que c'est essentiel déjà parce qu'on répond à un grand enjeu de la société et je pense que en tant qu'entreprise, on contribue à cette société. Je pense que tout le monde se pose la question. KPMG est devenu une entreprise à mission dans ce sens-là. On accompagne nos clients là-dessus. On n'est pas les seuls. D'autres l'ont fait. Et je pense que de plus en plus vont le faire parce que c'est quelque chose d'important et d'essentiel. Si on a envie d'être beaucoup plus, on va dire, pécunier, en tout cas centré et capitalistique, on pourrait dire c'est un sujet de conquête, c'est un sujet de différenciation. Et très vite, ça va être un basique, le ESG. Ça va être la norme, comme l'omnicanalité il y a quelques années était un top, aujourd'hui c'est le niveau 0. On commence par ça. Le ESG, ça sera la même chose. Celui qui ne l'aura pas, il sera sorti finalement du lot. J'ai envie de dire, c'est aussi des capacités à inventer des nouveaux modèles. J'ai envie de prendre un exemple qui a rien à voir, qui est Rolex. Tout le monde ne le sait pas, mais Rolex, en fait, a pris en main sa seconde main. Ils ont décidé qu'ils recertifiaient des montres. Ils ont passé des accords. Vous avez une capacité, finalement, à reprendre la main, à vérifier que le produit est un vrai produit. Donc, ils font de l'antifraude grâce à ça. Ils s'assurent d'ailleurs que les gens s'amusent pas à prendre des parties du produit et créent des fausses montres. Et en échange, ils vous donnent une certification, ils vous regarantissent la montre pendant 2 ans, et derrière, ils ont récupéré les datas de qui possède finalement la montre. Donc, ils ont un gagnant-gagnant absolument incroyable autour de quelque chose qui fait durer la montre, qui fait que le produit, il a une vie presque, je vais pas dire éternelle, rien n'est éternel, mais qui dure beaucoup plus longtemps, et ils ont complètement décidé de s'emparer de ça et de pas le laisser à un marché secondaire. Et je trouve que c'est un très bon exemple d'un marché qui valorise ses produits. Après, je vais être un peu cynique. Au-delà de tout ça, le prix reste un élément important, la mode aussi. Dans un monde de fast fashion, c'est compliqué de vous dire que l'ESG c'est essentiel quand on a des Shine et d'autres qui aujourd'hui réussissent très bien. Peut-être que demain il y aura un peu de réglementation et de régulation qui va aussi venir donner un coup à ça. On sait ce que c'est de devoir appliquer des régulations et des réglementations un peu au dernier moment. C'est des coûts très forts pour les entreprises. Anticipez-le un minimum. On sait qu'en France, il y a des grandes normes qui sont en train d'arriver. D'ailleurs, c'est aujourd'hui d'énormes projets dans les entreprises, tous ces reporting CSRD et autres. Il faut le faire dès maintenant. Ça va être d'une complexité absolue à faire en urgence et vous vous exposez à des risques. Ouais, je suis d'accord. Et ça m'amène finalement à la dernière question de cet épisode Coup de Boost, c'est quel conseil est-ce que vous donneriez aux entreprises qui débutent dans l'intégration de l'ESG? Déjà de le faire dès maintenant. Oui, non, mais c'est exactement ça. Après, le sujet, il est vaste. Je pense que les 3 lettres ont de l'importance, sont pas traitées de la même manière. On a parlé du fait que chaque secteur aussi est peut-être un peu différent et donc les entreprises n'ont pas la même conception. Donc, il faut déjà savoir ce que ça veut dire pour soi. Donc, je pense que commencer par mesurer sa maturité sur le sujet dans ses produits, ses services, sa culture d'entreprise, savoir où je suis pour savoir où je veux aller, c'est peut-être basique, mais c'est comme ça que ça commence. C'est quels sont mes moyens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui de bien, de mal. Regardez-vous en face, c'est un acte de vérité quelque part et de se dire qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal. Personne vous demande de le publier, mais au moins vous soyez conscient et prenez des vraies décisions de pilote. Je pense que ça demande du courage aussi sur certains aspects de sa chaîne. Ça demande parfois de sacrifier des parties de ce qu'on fait pour d'autres. Je pense que le gain sera là à la fin. Et après, il faut créer une ambition, un rythme adapté. On pourra pas tous se transformer de la même manière. C'est comme pour le digital, la transformation digitale pendant 15 ans. Tout le monde s'est pas transformé aussi vite. C'est pas forcément grave, mais il faut quand même avoir cette trajectoire de transformation. Et le ESG, elle va avoir un impact sur tout le monde. Et je vais vous dire, les grands de l'énergie aujourd'hui, ils sont très décriés, mais ils l'ont compris. Et ça fait quand même quelques années, pour pas dire 20 ans, qu'ils investissent à milliards dans ces nouvelles énergies. Moi, c'est la seule chose qui me rassure dans ce monde quand on parle d'environnement, c'est que je vois les entreprises les plus capitalistiques au monde qui investissent vraiment à grandes ressources dans ces énergies-là. C'est qu'il y a quand même une vraie volonté de faire bouger les choses. Est-ce qu'on a l'impact aujourd'hui suffisant? Peut-être pas. On pourrait demander que ça aille plus vite. Après, les entreprises, elles ont un rythme, elles ont une organisation, donc il faut les suivre. Et finalement, je trouve que cette démarche, elle est la même sur quand on veut passer d'une entreprise centrée purement business à une entreprise centrée client. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas finalement une méthodo pour toutes les démarches de transformation? Si, je pense que l'aspect méthodologique, il est essentiel, mais la réalité, c'est que ça doit devenir quelque chose qui est dans votre ADN. Donc, ça veut dire un critère supplémentaire, un KPI supplémentaire, une case supplémentaire dans toutes vos méthodes. Et ça semble simpliste, mais c'est simple en fait d'utilisation. C'est pas si simple que ça à faire. Mais ça doit devenir, c'est une contrainte, c'est un élément de plus. Vous faites, quelle que soit votre méthodologie d'évaluation, de priorisation, WSJ, RICE, ce que vous voulez, cet impact environnemental, il doit être intégré à l'intérieur. Et si vous le faites pas, un jour, on va vous le faire subir. Donc malheureusement, prenez les devants.
Prenez les devants, peut-être déjà en définissant ce qu'est votre E, ce qu'est votre S, ce qu'est votre G, Exactement. et en vous regardant dans le miroir, en vous demandant comment est-ce que je me positionne sur chacune de ces lettres. Merci beaucoup, Michael, pour ces insights. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous et de pouvoir parler d'ESG dans l'expérience client. Sujet très intéressant. Merci, Michael. Merci beaucoup, Marine, c'était un plaisir. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.